Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la transition prolongée de 5 ans au Burkina Faso. Décision des assises nationales qui se sont tenues ce week-end dans le pays. Des rencontres boycottées par une frange de la classe politique et qui actent une potentielle candidature du chef de la junte. Explication à suivre dans ce journal. À la une aussi, cette bataille capitale au Darfour depuis le mois de mars. L'armée alliée à des milices locales tente de résister aux forces de soutien rapide. Des centaines de milliers de personnes sont bloquées dans des camps de déplacés d'où elles ne peuvent pas fuir. Et à quelques jours des élections générales qui pourraient être cruciales en Afrique du Sud et marquer un recul historique de l'ANC, après 30 ans au pouvoir, le parti de Nelson Mandela paye le prix du chômage, des scandales de corruption ou encore de la faillite des services publics qui nourrissent une désillusion croissante. Nous irons sur place retrouver notre correspondante Caroline Dumais. On ouvre ce journal par cette transition prolongée de 5 ans au Burkina Faso. Les militaires au pouvoir, vous le savez, suite à un coup d'État depuis 2022, ont lancé des assises nationales. Une frange de la classe politique a largement boycotté la rencontre qui a pris d'importantes décisions outre le prolongement de la transition. Le chef de la junte peut être candidat s'il le désire. Les détails avec notre correspondant régional, Serge Dadienne. Ne l'appelez plus le chef de la junte du Burkina Faso, mais plutôt le président du Faso. C'est ainsi que les assises nationales sur la transition ont décidé d'appeler désormais le capitaine Ibrahim Traoré. Béret rouge vissé sur la tête, il s'est empressé de signer la nouvelle charte de la transition. Et cette charte lui donne désormais l'autorisation de rester au pouvoir pendant 5 ans, une transition de 5 ans. En revanche, si les conditions le permettent, avant des élections législatives et présidentielles pourraient être organisées. À ces élections présidentielles désormais, le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de la junte, peut être candidat. Son premier ministre également peut être candidat selon les résolutions des assises sur la transition. Mais il faut dire que cette rencontre importante a été boycottée par une importante frange de la classe politique locale, mais également la situation sur le terrain demeure difficile. Les djihadistes sont toujours présents, ils contrôlent des parties du territoire national et on compte sur le plan national de milliers de déplacés sur le plan national, mais également dans les pays voisins du Burkina Faso, on retrouve des milliers de réfugiés venant du Burkina Faso. On passe à la Côte d'Ivoire et précisément à 8 km de Daoukro, le fief d'Henri Konan Bédié, se trouve le petit village de Pépressou où il est né. C'est là-bas que la deuxième partie des obsèques de l'ancien président, principalement le volet traditionnel, se déroulera. Les habitants pleurent leur père et se préparent à accueillir à partir de lundi plus de monde que le village n'en a jamais vu. Reportage de Julia Guggenheim et Damien Kofi. Dans le village natal d'Henri Konan Bédié, à J-3 avant l'arrivée de sa dépouille, l'heure est au dernier préparatif. Le président sera là, effectivement, mais ici c'est la famille, là-bas c'est les autorités. Ce village de quelques centaines d'habitants va accueillir ces 6 prochains jours plus de 30 000 personnes venues rendre un dernier hommage à l'ancien président. C'est un événement national, voire même international, qui va drainer du monde. Les infrastructures ont été renforcées sur le plan électricité, sur le plan de l'eau. Des travaux sont d'ailleurs encore en cours. De son vivant, Henri Konan Bédié n'a cessé d'investir dans son village natal. Construction de routes bitumées, d'une église ou encore d'une centaine de villas tout confort pour les habitants. Alors ici, tout le monde s'implique activement dans la préparation des funérailles. Nous sommes en train de nettoyer le village parce qu'ils vont enterrer notre papa. Le décès de notre père nous a fait mal. Quand on avait un problème, c'est lui qu'on allait voir. Il nous aidait. C'est notre président. La préparation de ces obsèques passe aussi par le volet traditionnel. Ce jour-là, la famille de l'ancien président et la chefferie du village reçoivent une délégation qui a fait plus de 100 km pour une cérémonie du Nzié. Objectif, présenter les condoléances, mais aussi apporter un soutien matériel et financier aux organisateurs des obsèques. Le volet traditionnel au pays a une procédure. Voilà, donc il faut respecter toutes ces étapes
pour ne pas fouler aux pieds nos mœurs. Notre cher président Harikonan Bédié lui-même est chef coutumier et il était vraiment attaché à nos us et coutumes. La dépouille de l'ancien président sera d'ailleurs accueillie lundi dans le village par plusieurs centaines de chefs traditionnels venus de tout le pays. C'est une bataille à l'importance capitale depuis le mois de mars qui se tient dans la ville d'El Fasher au Darfour, qui est assiégée par les forces de soutien rapide. En ville, l'armée alliée à des milices locales tente de résister. Les combats touchent quotidiennement des camps de déplacés où vivent des centaines de milliers de personnes qui ne peuvent malheureusement pas fuir. Des violences qui se déroulent à huis clos. Bastien Renouille est parvenu à s'entretenir avec un habitant. C'est la dernière grande ville du Darfour à toujours être aux mains de l'armée. Cela ne plaît pas du tout aux forces de soutien rapide qui sont prêtes à tout, semble-t-il, pour s'en emparer. Alors, à l'heure actuelle, il est extrêmement dur d'obtenir des informations en provenance d'El Fasher. J'ai réussi à contacter Mohamed. C'est un habitant de la ville. Il était étudiant avant le début de la guerre. Pour des raisons de sécurité, il témoigne à visage caché de la violence de ce conflit. The gunshot is going all day and night. In every minute, there is a gunshot. Since the 8th of May, the RSF, during these days, they use the muzzles. They are shouting the muzzle where the area was filled up with the civilian, where the civilians are daily injured. Okay? That is it. Bien évidemment, ce conflit a un impact terrible sur les civils, que ce soit dans les camps de déplacés d'El Fasher ou dans le centre-ville. Au moins 85 personnes ont été tuées depuis le mois de mars et plus de 700 civils ont été blessés selon l'ONU. Le quotidien devient de plus en plus complexe. Écoutez Mohamed à ce sujet. So I'm just talking about starvation, destabilization and price spiking for food. So we are suffering a lot about water, food, and medicine to reach out. There's a lot of people that can eat only one meal per day. The matter of medicine is nearly to finish. A lot of people lose their life because of medicine. There's no medicine, and especially the wounded body and the people with chronic disease. La situation est déjà terrible pour les civils et beaucoup craignent qu'elle ne fasse qu'empirer si les forces de soutien rapide parviennent à capturer la ville. C'est ce qui s'est passé dans la ville d'El Djenina, capitale du Darfour occidental. Selon l'ONU, quand les forces de soutien rapide sont parvenues à prendre le contrôle d'El Djenina, au moins 15 000 civils ont été tués. Beaucoup craignent que la situation soit identique dans la ville d'El Fasher. Au Sénégal, des centaines de manifestants ont paradé ce dimanche dans les rues de Dakar en soutien à la Palestine. Il s'agit de la deuxième manifestation de soutien aux Palestiniens à Dakar depuis le 7 octobre. Le Sénégal est un soutien historique de la cause palestinienne. Notre correspondant à Dakar, Elie Mandao, a assisté à la manifestation. Free Palestine, libérer la Palestine, ont scandé les manifestants qui ont arpenté une rue principale de Dakar ce dimanche pour soutenir la Palestine. Des manifestants qui se disent scandalisés par les massacres répétitifs de civils à Gaza depuis le 7 octobre. Je vous propose de les écouter. Aujourd'hui, on est venu pour soutenir nos frères qui sont en train de mourir en Palestine. Le génocide, on doit les stopper. Ce qui se passe à Gaza, en Palestine, c'est un génocide. Les grandes puissances étrangères comme États-Unis et la France sont complices de ce génocide. Face à l'impuissance de l'organisation nationale, de l'organisation des Nations Unies, à mon avis, les populations, les peuples d'Afrique, qui étaient toujours à l'avant-garde de ce combat, se devaient de se lever. Des enfants meurent par milliers, des enfants deviennent orphelins, des enfants subissent des mutilations, aussi bien physiques que morales. Donc on ne peut pas se taire face à tout cela. Début mai, lors du sommet de l'organisation de la conférence islamique, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait rappelé le soutien du Sénégal à la Palestine. Le Sénégal, qui je rappelle, dirige depuis 1975 le comité des Nations Unies pour les droits inaliénables du peuple palestinien.
Et le Bénin pourrait-il devenir une terre d'avenir pour les afro-descendants? Les autorités, en tout cas, affichent leur volonté de reconnaître la nationalité béninoise aux personnes justifiant d'une origine africaine, particulièrement liée à la traite transatlantique des afro-descendants résidant au Bénin, militant depuis plusieurs années pour cette reconnaissance. Reportage d'Emmanuel Sodji et Raphaël Ntalé. Des délégations du Nigeria, du Ghana, du Togo et des Antilles ont rendu un dernier hommage à Merdja, née en Guadeloupe puis naturalisée béninoise. Durant de nombreuses années, cette militante écologiste a lutté pour que le Bénin facilite l'accès à la nationalité aux résidents afrodescendants. C'est une lutte de 27 ans qui est en train de vouloir se réaliser, même si elle ne va pas le voir de son vivant. La pionnière du mouvement du retour en Afrique est décédée 10 jours avant la décision du gouvernement béninois de reconnaître les afrodescendants comme africains. Pour son conjoint et compagnon de lutte Merdja, le retour est désormais soutenu. C'est vraiment la nationalité aujourd'hui qui certifie que nous retournons en tant qu'Africains. La Martiniquaise Aksamia Martial est devenue béninoise en début d'année après 5 ans de résidence. Nous avons été rétablis dans nos droits. Nous estimons que le Bénin a fait une avancée historique. Par cette mesure, il facilitera l'installation et l'intégration des afrodescendants. Je pense qu'aujourd'hui, l'évolution de la relation entre l'Afrique et les Antilles et la diaspora, on va le dire comme ça, est une marche en avant. Et cette marche en avant ne peut plus l'arrêter. Pour ce Guadeloupéen qui a démarré une nouvelle vie ici depuis un an, en commercialisant des glaces artisanales, devenir pleinement béninois l'encouragerait à investir plus d'argent dans ses projets. Ça nous permettra d'avoir plus confiance, et on aura plus l'envie de se lancer de façon plus sécurisante. Des millions de captifs africains ont été déportés vers l'Amérique du Nord et du Sud via cette route de l'esclave. Quand la loi sera votée, l'afrodescendant pourra obtenir une attestation de nationalité béninoise. Au bout de 3 ans, elle sera définitive s'il vient au moins une fois au Bénin. On passe au focus de ce dimanche soir. À 3 jours des élections générales en Afrique du Sud, nous faisons un point sur ce scrutin qui s'annonce comme crucial pour le pays et notamment pour le parti, l'ANC, au pouvoir depuis 30 ans et qui pourrait perdre la majorité avec la multiplication des scandales de corruption, le chômage endémique et les errances des services publics. Pour faire le point, on retrouve Caroline Dumais, notre correspondante en direct du Cap. Caroline, avant d'aborder les enjeux à proprement parler du scrutin, peut-être expliquez-nous en 2 mots que ce ne sont pas des simples législatives, ces élections générales. Non, absolument pas. C'est vrai que ça ressemble à des législatives parce que les Sud-Africains vont élire des députés, mais qu'en fait, ces députés vont ensuite élire un président et un président qui choisira son gouvernement. Donc finalement, c'est une présidentielle indirecte, ce scrutin, au niveau national. Et ce qui est important cette année, ce qui est vraiment unique, c'est que jusqu'ici, l'ANC a toujours eu la majorité absolue. Aujourd'hui, il y a une majorité de 53%. Il y a 230 députés ANC sur 400. Et donc, a toujours eu les mains libres, finalement, pour faire élire son président et faire son gouvernement. Cette fois, c'est très différent. On estime que l'ANC risque de perdre la majorité absolue. Et du coup, il faudra absolument qu'elle ait des alliés pour constituer un gouvernement et avec donc qui, choisir justement des alliés dans les 50 partis politiques. Avec qui pourrait-elle gouverner, impossible à dire justement. pour l'instant. C'est impossible à dire parce que ça dépend en fait de la marge qu'ils auront. S'ils ont 5%, s'ils sont à 40% ou s'ils sont à 48%, ça va être très différent. Les scénarios et la redistribution des cartes seront très différents. Mais en fonction du score, ils vont donc choisir leurs alliés. Alors ça va tout changer pour la politique économique, notamment de l'Afrique du Sud. Si l'ANC choisit par exemple les bérets rouges de Julius Malema,
on va s'orienter vers une politique beaucoup plus sociale, peut-être vers des nationalisations, vers en tout cas une politique différente que si l'ANC choisit des partis plus centristes ou plus proches de l'Alliance démocratique, du principal parti d'opposition. Mais pour l'instant, il est absolument impossible on ne peut pas vraiment lire dans la boule de cristal, donc il est impossible de dire quels alliés l'ANC va choisir. Bien sûr. Absolument. Ça dépendra du score qu'ils feront ce 29 mai. Les uns et les autres. Alors, on va passer à l'autre enjeu, justement, le vote lui-même. 27 millions d'électeurs sur 40 millions de Sud-Africains sont en âge de voter. Moins de 50% des jeunes de moins de 20 ans sont enregistrés sur les listes électorales. Malgré les efforts de la commission électorale, justement, comment expliquer ce désintérêt pour la politique sud-africaine? On va suivre ce reportage, justement, que vous avez fait, Caroline Dumais, avec Stéphane Carsen et Anne Wenzel. On en parle juste après. Séance d'éducation civique au lycée de Forest Heights. Les agents de la commission électorale expliquent les règles du scrutin et encouragent les jeunes à voter. Si vous ne votez pas, vous ne pourrez pas vous plaindre. Sur les 35 adultes de cette classe, seulement 2 se sont inscrits sur les listes électorales. Ils se disent déçus par la démocratie. Aucun parti n'est composé d'anges. Il y a toujours des gens qui sont là pour leur intérêt personnel. On est découragé par les promesses vides et les faux espoirs. Comme cette école, par exemple. Regardez les toilettes que nous avons. Ils nous avaient promis qu'on aurait une meilleure éducation, du matériel, mais rien n'est arrivé. On essaie de leur dire que si nous n'allons pas voter, c'est parce qu'ils n'ont rien fait. Dans les universités sud-africaines, le débat aussi fait rage. Parmi ceux que l'on appelle les born free, ceux qui sont nés libres, c'est-à-dire après 1994. Toutes les études montrent que ce n'est pas de l'apathie, mais un manque de confiance dans le système de gouvernance. Si vous regardez d'autres formes d'activisme, d'autres plateformes où les jeunes sont actifs, on voit bien que ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas s'impliquer. Ils expriment juste cette frustration devant les options qui leur sont présentées. Sur les 40 millions de Sud-Africains en âge de voter, 13 millions ne s'exprimeront pas, malgré les efforts de la commission électorale. On n'y arrive pas parce que notre population ne cesse de croître. Les jeunes sont de plus en plus nombreux, mais on a fait des progrès depuis qu'on leur a permis de s'inscrire en ligne. Désillusion, mais aussi manque d'information. Pour la directrice de cet établissement, il faut éduquer pour motiver. C'est quelque chose que nous aurions dû faire beaucoup plus tôt, bien avant les élections. Il faut qu'on ait ce genre de conversation sur le vote, la citoyenneté. Il faudrait même impliquer les professeurs d'histoire. Les agents de la commission électorale ont promis de revenir dans ce lycée pour inscrire tous ceux qui ont plus de 18 ans, mais seulement après les élections. Alors, Caroline Dumais, on vous retrouve justement en direct du Cap. Au-delà des jeunes, dans le contexte justement de crise économique, est-ce que les gens sont quand même déterminés à aller voter ? Absolument, absolument. C'est d'ailleurs ce qui est paradoxal. Vous l'avez vu dans le reportage, il y a 13 millions de personnes qui ne se sont pas inscrites sur les listes électorales. Sur 40 millions en âge de voter, c'est énorme. Mais par contre, ceux qui sont inscrits, eh bien, ils iront voter. C'est en tout cas ce que nous a dit la commission et les agents de la commission électorale, car on s'attend à une participation de plus de 65%. Selon la commission électorale indépendante, la participation devrait être plus élevée qu'en 2021. Donc ceux qui iront voter, ceux qui sont inscrits, iront voter massivement ce mercredi 29 mai. Merci beaucoup Caroline Dumais pour cet éclairage sur justement les élections générales à venir en Afrique du Sud et c'est le 29 mai. Merci et c'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier évidemment ceux du Cap à Cotonou en passant par Pépressou. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.